Bonjour à tous. Pour contribuer à la transition énergétique, le secteur de la construction innove. Il développe de nouvelles offres d'infrastructures de production d'énergie renouvelable que vous allez nous présenter. Mais les fonciers sont rares, il faut savoir se réinventer et imaginer de nouvelles solutions avec et pour les clients. Nous écouterons vos dernières réalisations. Enfin, parce qu'il est urgent de réduire les consommations énergétiques, il faut repenser la ville à travers des bâtiments et des quartiers à énergie positive, c'est-à-dire des ouvrages qui produisent plus d'énergie qu'ils n'en consomment. Les solutions de mobilité décarbonée peuvent désormais mixer l'électrique et l'hydrogène renouvelable, offrant de nouvelles perspectives. Anthony Simon, vous êtes responsable développement de projets photovoltaïques en France, chez Bouygues Energies et Services. Pouvez-vous tout d'abord nous aider à planter le décor en nous dressant un état des lieux du marché ? Bonjour à toutes et à tous. Donc, le photovoltaïque en France, c'est 3 à 4% de la production d'électricité nationale en moyenne. Et c'est 11 gigawatts de puissance raccordée. Chaque année, cette puissance croît d'environ 950 mégawatts. Ça a tendance à augmenter chaque année. Mais c'est bien loin en fait des objectifs nationaux au regard des engagements internationaux de la France. Qui sont d'atteindre les 40 gigawatts de puissance installée d'ici 2028. Donc en gros, il faut faire x4 en 7 ans. C'est un défi colossal pour la filière. Alors comment se positionne Bouygues Energies et Services dans ce contexte ? Alors Bouygues Energies et Services s'est positionné très tôt, il y a à peu près 14 ans, sur sa base montpelliéraine, puisqu'en fait le contexte était favorable au développement du photovoltaïque autour de Montpellier. Donc globalement on se positionne en tant que constructeur et on est rapidement devenu le leader de la construction de parcs photovoltaïques de taille industrielle, puisqu'on réalise à peu près le tiers du volume raccordé chaque année, soit 350 mégawatts par an. Et au fil des années, on a développé d'autres gammes de services comme la maintenance, l'exploitation pour le compte de tiers et dernièrement le développement de projets, ce qui fait de nous un acteur global qui agit sur l'ensemble de la chaîne de valeur des projets photovoltaïques. Alors, comment comptez-vous développer les énergies renouvelables dans un contexte de pénurie de foncier ? L'agriculture semble être un nouveau levier d'ailleurs. Alors oui, le photovoltaïque, son défaut, c'est qu'il a besoin de place. Et du foncier en France, il n'y en a pas beaucoup, il est morcelé, il est disputé entre les différents usages. Donc l'enjeu du foncier, c'est l'enjeu majeur. Alors les mécanismes d'aide de l'État poussent les développeurs à aller sur des sites pollués, des sites sur lesquels on peut donner une seconde vie. Donc ces sites sur lesquels on a acquis une certaine expertise en dépollution, sur des sites d'anciens sites militaires, d'anciens sites pétrochimiques. Le potentiel est réel, mais disons qu'il est limité. Donc on compte beaucoup sur l'innovation pour aller chercher de nouveaux fonciers. Et par exemple, l'agrivoltaïque est une de ces innovations prometteuses et le solaire flottant aussi, par exemple. Justement, est-ce que vous pourriez nous définir un peu mieux ces solutions pour qu'on comprenne bien en quoi ça consiste ? Alors le flottant, c'est simple, on va sur des bassins artificiels d'eau douce qu'on va réemployer du type lac de carrière ou bassin d'irrigation sur lequel il y a peu d'enjeux écologiques. Et le principe, c'est en fait de faire comme sur la photo, ce sont des flotteurs en plastique sur lesquels on pose les modules. Et donc là, nous, on a réalisé, comme on peut le voir sur la photo de gauche, on a réalisé la première centrale de ce type-là en France, qui était la plus grande d'Europe, 17 MW pour Accuro Energy, à Piolinck. Et on a réalisé son petit jumeau, un peu plus petit, pour le compte de Sergi dernièrement. Et sur l'agrivoltaïque ? Et donc l'agrivoltaïque, le principe est un peu différent. Il faut concilier des usages. Cette fois, on ne veut pas chasser l'agriculteur de son terrain, il a besoin de place lui aussi. Donc l'idée, c'est de mettre les panneaux, de les mettre plus haut et que la structure porteuse des panneaux puisse rendre un service à l'agriculteur. Donc ça peut être une protection contre les aléas climatiques, par exemple protection mécanique contre la grêle. Ça peut permettre de mettre des filets contre les ravageurs. Ou par exemple, on a fait un projet à Tresserre pour Sener où la structure était une structure de persienne intelligente qui permet de réguler le taux d'ombrage sur la plante pour éviter qu'elle brûle. Pour le cas de Tresserre, c'était des vignes qui souffrent de plus en plus du réchauffement climatique.
Très bien. Quelles sont les perspectives dans ce domaine avec ces nouveaux acteurs ? Les perspectives elles sont très bonnes, hein. La volonté de l'État, une forte adhésion des citoyens. Et au niveau local, les acteurs locaux sont de plus en plus impliqués et veulent de plus en plus s'impliquer. Ils ont aussi beaucoup de foncier, mais ils veulent développer leurs propres projets qui sont en cohérence avec le territoire et garder la main sur leur foncier à long terme. Donc ces acteurs-là, on les connaît bien, c'est ceux des métiers, ce sont nos clients de nos métiers traditionnels chez Bouygues Énergie Services, via nos 200 agences partout sur le territoire. Et ils nous sollicitent pour bénéficier de notre expertise et les aider à développer des projets pour leur propre compte. C'est pourquoi on a lancé un nouveau service de développement de projets, parce qu'on pense que la clé, elle est aussi via un développement intelligent des projets photovoltaïques. Très bien. Alors on le voit, l'un des enjeux du déploiement des énergies renouvelables est d'identifier du foncier disponible. Le groupe Colas a développé depuis plusieurs années une expertise qui passe par la déconstruction avec valorisation des matériaux ou encore par la dépollution raisonnée des sols. Anne-Laure Levent, vous êtes directrice adjointe environnement chez Colas. Comment appréhendez-vous cette question ? Bonjour. Alors nous, chez Colas, la question du foncier disponible, elle s'est posée finalement sur les sites qui nous appartiennent et sur lesquels on a des activités, et en l'occurrence les carrières. Donc on a beaucoup de carrières chez Colas, que ce soit des carrières de roches massives ou des gravières. Et les gravières, c'est ce qui donne en fin d'exploitation finalement ce qu'on voit sur la photo, c'est-à-dire des lacs d'eau douce. Et donc il y a tout ce foncier disponible pour pouvoir faire l'implantation de panneaux photovoltaïques qui soient terrestres ou flottants. Donc on a plusieurs projets qui sont en cours, notamment dans le cadre de réhabilitation de carrières et de restitution. Ces projets se font aussi notamment avec les parties prenantes. On est lorsqu'on présente nos projets de réhabilitation en parfait accord avec les mairies et les parties prenantes administratives. Donc on a ces projets en cours pour pouvoir favoriser le développement de ces énergies renouvelables. Après, alors c'est moins sur le foncier, mais c'est aussi des actions qui font partie de notre plan finalement de réduction des émissions carbone en France, mais à l'international, parce que on a aussi des sujets à l'international avec de l'électricité parfois beaucoup plus carbonée finalement que ici en France. Donc on développe aussi ces sujets-là dans le cadre de notre feuille de route. Et enfin, au-delà du foncier, on regarde aussi des solutions pour le remplacement de groupes électrogènes qui utilisent aussi des énergies fossiles. Donc ça, on est aussi sur ces sujets-là, notamment lorsqu'on a des chantiers isolés ou des carrières un peu isolées sur des territoires. Je vais citer Madagascar, par exemple, où là, on développe aussi cette solution panneaux photovoltaïques au-delà des carrières. Et aussi beaucoup de projets baraques de chantier, des bases vie long terme, où on développe également ces solutions. C'était chez vous. Alors, Audrey Goulven-Priori, vous êtes responsable développement commercial énergie décarbonée chez Bouygues Travaux Publics. Cette activité joue un rôle important pour accompagner vos clients dans le déploiement des énergies renouvelables. Les chantiers sont complexes et passionnants, comme à Fécamp notamment. Quelle est la stratégie de Bouygues Travaux Publics ? Alors bonjour à toutes et à tous. Alors chez Bouygues Travaux Publics, comme dans les autres entités du groupe, on est engagé à réduire l'empreinte carbone de nos activités. Et à ce titre-là, on contribue depuis quelques années au développement des énergies renouvelables, qui sont un vecteur majeur de la transition énergétique et un vecteur important de la décarbonisation des économies. À ce titre-là, Bouygues Travaux Publics met ses compétences de génie civilis, donc de concepteur-constructeur dans le secteur de la construction, au service de grands développeurs industriels et du monde de l'énergie, pour les accompagner dans le développement de projets d'énergie renouvelable et donc en particulier dans la construction des futures infrastructures qui servent au support à la fois donc peut-être des éoliennes ou des infrastructures portuaires pour accueillir ces futurs développements. Alors,
Derrière moi, on a 2 photos qui illustrent un petit peu mon propos avec 2 projets sur lesquels Bouygues Travaux Publics a été directement impliqué. Sur votre gauche, il s'agit ici du projet Floatgen. Alors pour ceux qui connaissent, Floatgen, c'est la première éolienne en mer flottante en France qui produit actuellement de l'électricité sur le réseau national. C'est la seule. Donc Bouygues Travaux Publics a été impliqué depuis 2013, la mise en service date de 2018, dans la réalisation de la fondation flottante que vous voyez en jaune, qui a été conçue par le partenaire Ideol en l'occurrence. Et donc avec des enjeux notamment de déploiement de solutions béton, léger, autoplaçant, avec des méthodes de construction qui sont basées sur des barges solidarisées. Donc c'est des déploiements relativement complexes, mais sur lesquels, bien sûr, notre expérience et notre expertise en travaux maritimes et offshore nous permet en tout cas de proposer des solutions innovantes. Le deuxième projet dont je voulais vous parler, qui est sur la droite, c'est un projet qui est en cours de réalisation. Donc c'est le chantier des champs éoliens en mer de Fécamp. Donc c'est un champ éolien posé, à l'inverse d'ici où vous avez une éolienne flottante. Donc le champ éolien de Fécamp, Bouygues Travaux Publics, pour le compte du client EDF avec son partenaire Saipem, réalise les fondations en béton gravitaire. Alors dans le jargon, on les appelle GBS, qui vont supporter les futures éoliennes. Donc, on a une énorme installation onshore. Donc, l'enjeu pour Bouygues Travaux Publics, c'est la création de ces infrastructures portuaires, comme on a pu le faire sur les grands ports maritimes de Brest ou de Saint-Nazaire, pour accueillir un site de production à ciel ouvert. La valeur ajoutée Bouygues TP sur ces typologies de projets, c'est bien sûr d'être concepteur. Donc, on sait proposer des solutions de design optimisées à nos clients. Et puis, sur le volet réalisation, on a une capacité d'industrialisation et de déploiement de méthodes de construction qui permettent de créer de la série pour qu'ensuite les fondations d'éoliennes soient positionnées sur barge et puis installées en mer dans leur futur emplacement. Voilà. Alors, il est essentiel de concilier les exigences environnementales et puis aussi la démarche sociale aux offres de solutions. Les clients vous le demandent et plus largement les investisseurs. En quoi les solutions de Bouygues Travaux Publics sont-elles différenciantes sur le marché? Quels sont vos atouts? Alors, évidemment que les enjeux sociétaux et environnementaux sont une préoccupation pour Bouygues Travaux Publics, mais au même titre que pour ses clients, surtout dans le déploiement de ce type de projet. Alors les solutions que nous proposons, qui reposent notamment sur le matériau béton, présentent un certain nombre d'atouts. Le premier, c'est avant tout la création de contenu local. C'est bien une attente qui est extrêmement forte aujourd'hui dans l'acceptabilité de ces projets. On a la capacité, via le déploiement des solutions, de créer de l'emploi en local, d'utiliser une supply chain locale et donc d'avoir également de se reposer sur des PME en local pour réaliser nos projets. Ça, c'est le premier aspect. L'autre aspect, c'est un aspect plutôt environnemental et lié au développement durable, qui repose aussi sur de l'innovation, puisque aujourd'hui, Bouygues Travaux Publics réfléchit à des solutions de déploiement de béton dit bas carbone. Et puis, sur l'environnement, on a déployé par le passé, notamment sur l'extension mer de Monaco, et on le fait également sur le projet de Fécamp, des solutions dites d'éco-conception, pour bien sûr recréer de la biodiversité là où vous positionnez des éléments béton en mer. Et un autre aspect, un autre avantage, en tout cas atout qu'on peut mettre en avant dans le cadre du déploiement des solutions là, sur les énergies renouvelables, c'est tout ce qui touche à la prolongation de la durée de vie, qui est une préoccupation de nos clients. Les aspects maintenance, exploitabilité, mais aussi vraiment durabilité. Et cette prolongation de durée de vie, le béton est un choix, une alternative en tout cas particulièrement intéressante, puisqu'elle permettrait demain de s'inscrire permettre le support en tout cas d'éoliennes de plus grande puissance, puisque c'est bien ça l'avenir aujourd'hui. Alors je crois que vous regardez aussi les solutions innovantes de type projet de hub énergétique. Comment vous positionnez par rapport à ça? Alors, il y a peut-être une faute. Voilà. Alors, hub énergétique, donc là, c'est un petit peu différent. Alors, autant les projets précédents existent, ont été réalisés ou sont en cours de réalisation, autant là, on est plutôt sur un projet un petit peu futuriste, mais toutefois court terme. L'île énergétique qui est affichée sur la photo, c'est le premier projet d'île énergétique au monde qui est aujourd'hui en stade de développement très très amont par le Danemark, qui est un pays pionnier dans la transition énergétique.
Donc l'île en question, ça représente en termes d'infrastructure ce sur quoi Bouygues Travaux Publics aujourd'hui accompagne le client dans sa réflexion amont avec des solutions innovantes et pertinentes. C'est sur toute l'infrastructure en mer. Donc ça représente 120 hectares à créer, une île complètement artificielle à 80 km des côtes. Qui va accueillir autour d'elle un champ éolien de 200 éoliennes jusqu'à 600 éoliennes à terme. Et l'objectif de cette future île, c'est de collecter l'énergie de ces champs éoliens, de la redistribuer aux pays environnants, éventuellement d'en stocker une partie et de la convertir, par exemple, par électrolyse en hydrogène vert. Donc on appelle aussi ces îles-là des hubs énergétiques, mais surtout des hubs d'énergie verte. Voilà. Donc nous, on réfléchit, bien sûr, et on veut se positionner sur ce type de projet-là parce que c'est l'avenir. Voilà. Merci beaucoup. Alors, cette accélération du développement des énergies renouvelables ouvre de nouvelles perspectives de décarbonation des activités, notamment par l'utilisation de l'hydrogène. C'est si vrai que dès 2019, chez Bouygues Energies et Services, l'équipe hydrogène a été créée. Caroline Mazzoleni, vous êtes directrice adjointe hydrogène et nouvelles énergies renouvelables chez Bouygues Energies et Services. Comment appréhendez-vous ce nouveau domaine d'activité ? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors l'hydrogène, déjà, pour que tout le monde ait le même niveau d'information, ce n'est pas une énergie, mais c'est un vecteur énergétique. On l'a vu, il y a énormément d'efforts qui sont mis pour produire des énergies renouvelables et c'est un avantage énorme parce qu'on en a besoin dans la transition énergétique. L'inconvénient, c'est qu'on a souvent un décalage entre les périodes de production, de pointe de la production et les périodes de besoin en énergie. Et donc, on a besoin de stocker ces énergies. Et l'hydrogène apporte des solutions, notamment pour le stockage de ces énergies renouvelables, mais également pour d'autres utilisations que sont la mobilité et également l'industrie. Il faut savoir aujourd'hui, en France, il y a à peu près 1 million de tonnes d'hydrogène qui est utilisé chaque année, essentiellement dans l'industrie. Et cet hydrogène est d'origine fossile, donc produit par reformage de méthane. L'hydrogène dont tout le monde parle et qui est aujourd'hui vu comme un accélérateur de la transition énergétique, et chez Bouygues Energies et Services, on a cette conviction que l'hydrogène va accélérer la transition énergétique. C'est de l'hydrogène produit à partir d'énergies renouvelables, essentiellement par électrolyse de l'eau. Et quand on connaît les ressources en eau, que ce soit à travers les océans ou les réserves d'eau, ça fait du sens de se dire qu'on arrive à décarboner complètement la mobilité ou l'industrie. Alors, quels sont les principaux axes de développement ? Alors, les axes de développement, c'est justement de diversifier l'usage de l'hydrogène. Donc, je vous le disais, aujourd'hui, l'hydrogène est essentiellement utilisé dans l'industrie. Demain, il est vu comme un vecteur énergétique pour la mobilité. Donc, on travaille sur des projets de territoire pour arriver à décentraliser la production et à mutualiser les usages. C'est de se dire, à l'échelle d'un territoire, on a des usages industriels, on a des besoins en mobilité. Et on fédère tous ces gens autour d'un même projet pour produire à une échelle suffisamment grande l'hydrogène, atteindre la compétitivité qui est nécessaire pour pouvoir avoir des projets qui voient le jour, et derrière fédérer des acteurs autour de projets de territoire qui sont en lien avec l'économie circulaire et la transition énergétique. Alors justement, quelle est votre stratégie pour atteindre ces objectifs ? Alors, pour atteindre ces objectifs, il faut s'y prendre très en amont. C'est-à-dire qu'on travaille les projets en fédérant des acteurs très en amont. C'est-à-dire que finalement, la production de l'hydrogène n'est que l'aboutissement du projet. Mais en amont, il faut aller identifier les consommateurs potentiels d'hydrogène, les accompagner sur, par exemple, la transformation de leur flotte de véhicules, de passer de véhicules avec des carburants fossiles à des véhicules hydrogène ou électriques, de combiner l'ensemble de ces acteurs autour d'une géographie qui soit convenable par rapport aux contraintes d'exploitation. Et donc tout ce travail est fait en amont, le travail de développement des projets. On est aujourd'hui dans cette phase avec un certain nombre de projets dont le projet suivant qu'on va évoquer avec Louis Gauthier. Oui, puisque nous avons la chance d'accueillir Louis Gauthier, qui est directeur du développement, de l'ingénierie et de l'innovation chez Autoroutes et Tunnels du Mont-Blanc. Vous êtes à l'initiative du projet Alpine Mont-Blanc dans le cadre d'un partenariat avec Bouygues Energies et Services et Akuo Energy. Comment est né ce projet et pourquoi ? Alors peut-être rapidement présenter Autoroutes et Tunnels du Mont-Blanc. C'est une petite société concessionnaire d'autoroutes
qui dessert 130 km de réseau entre l'Ain et le tunnel du Mont Blanc. Et en 2021, mi-2021, ATMB a adopté dans ses statuts une raison d'être avec l'objectif à terme de devenir entreprise à mission. Et c'est ce qui nous pousse à encourager le développement des nouvelles mobilités, des nouvelles énergies. Donc les bornes de recharge pour véhicules électriques, le GNL, le GNV et l'hydrogène. Et fin 2020, on avait organisé un petit déjeuner autour de l'hydrogène avec des acteurs du territoire de la vallée de l'Arve pour sentir un peu l'intérêt de chacun des acteurs, que ce soit le monde économique ou le monde politique, et voir s'il y avait quelque chose à faire, si on pouvait porter un projet. Et à l'issue de ce petit déjeuner, Bouygues Energy Services et Akuo, qui avaient déjà travaillé ensemble, notamment dans la région Île-de-France, nous ont sollicité pour monter un consortium en vue de répondre à un appel à projet de l'ADEME pour porter un projet. Donc on est au début, mais voilà. Et en quoi consiste-t-il concrètement ce projet ? Alors l'idée c'est d'installer un électrolyseur qui pourrait produire environ 400 kg par jour d'hydrogène et à base d'hydrogène vert évidemment, parce qu'aujourd'hui je pense que tout le monde part sur ce type d'hydrogène. Donc là on a passé la phase de montage du dossier. On a été voir différentes collectivités, différents industriels qui se sont engagés à acquérir des véhicules. Et on pourrait, à ce stade, envisager d'avoir environ une 50aine de véhicules qui viendraient se recharger sur notre station. Vous pourriez un peu juste nous décrire un peu plus l'environnement du projet, c'est-à-dire la vallée de l'Arve, etc. Vous avez raison, j'aurais dû le faire. Le projet s'inscrit dans la vallée de l'Arve, qui est tristement connue pour sa mauvaise qualité de l'air. On est dans une région montagneuse avec des particules fines notamment qui restent un peu bloquées dans cette vallée. Donc un contexte environnemental qui est particulièrement compliqué. Des acteurs, un écosystème qui est particulièrement motivé pour changer la donne, parce que notamment tous les industriels en ont un peu marre d'entendre parler de la vallée de l'Arve comme étant une zone polluée, alors qu'on a le Mont Blanc, on a des montagnes, on a un environnement qui est plutôt canon. Et en plus, on est sur un couloir, donc on a vraiment la possibilité, on a des véhicules qui tournent dans une vallée et qui peuvent très facilement aller se recharger sur la station. C'est un territoire très touristique également, si je comprends bien, très dynamique malgré tout. Oui, avec des stations de ski notamment, qui se sont greffées au projet. On était parti au début vraiment sur l'axe mobilité, véhicules. Et en fait, on a découvert que les stations de ski réfléchissaient aussi beaucoup à l'hydrogène, notamment pour les dameuses, parce que je crois comprendre que les dameuses électriques, c'est encore compliqué avec les pentes, etc. Mais les dameuses hydrogène, voire même l'électrification des remontées mécaniques avec de l'hydrogène, c'est un secteur sur lequel ils travaillent beaucoup. Donc on a réussi à les greffer dans le projet. Et donc cet électrolyseur à terme pourrait avoir 3 axes de développement: la mobilité dans la vallée, les stations de ski et les dameuses, on pourrait leur livrer de l'hydrogène vert produit par l'électrolyseur en station de ski. Et puis l'industrie, parce qu'il y a pas mal d'industries qui utilisent de l'hydrogène gris et qui pourraient aujourd'hui, dans leur process, mettre de plus en plus d'hydrogène vert. D'accord. Alors pourquoi cette association quels sont les atouts de chacun des partenaires de ce consortium Quelle est la complémentarité finalement ? Cette association, elle s'est faite très naturellement, mais elle est très complémentaire, puisqu'on a Bouygues Energy Services qui est intégrateur de ce type d'électrolyseur et qui a déjà des expériences dans le secteur. On a Akuo qui est un fournisseur d'énergie verte et qui là aussi a déjà eu l'occasion de travailler sur des sujets d'hydrogène. Et puis nous, finalement, on ne fait que porter le projet. Mais on est au contact des collectivités, on est au contact des industriels, on a des réseaux d'entreprises dans lesquels on est actif, et ce qui nous permet de fédérer un peu tous les acteurs de l'écosystème. Avez-vous des objectifs quantitatifs ? Quels sont-ils ? Alors on a aujourd'hui avec les engagements d'acquisition de véhicules qui ont été faits par chacun des partenaires du projet, on ambitionne d'économiser 1000 tonnes de CO2 par an. Pourquoi pas 1500 tonnes si la station marche bien. Mais au-delà des engagements chiffrés, l'idée, c'est surtout d'éviter la station fantôme. On veut vraiment éviter cet écueil. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'il est porté par des acteurs privés. On va monter une société de projet avec une vraie logique de rentabilité derrière. Et donc, voilà, il faut essayer d'avoir un maximum d'acteurs. L'idée, sur certains projets de stations hydrogène, il suffit d'avoir 2 ou 3 bus qui tournent beaucoup et qui peuvent rentabiliser la station. Mais l'idée, c'est aussi qu'il y ait pas mal d'industries qui prennent un Kangoo, qui prennent un Master, enfin que voilà, il y ait un maximum de gens
qui se mettent autour du projet. Et pour l'instant, la mayonnaise semble prendre. Très bien, merci beaucoup. Alors, je me tourne à présent vers Bouygues Immobilier, vers Alexandre Cartier. Vous êtes un spécialiste de l'immobilier d'entreprise en France. Vous avez notamment accompagné l'arrivée des premiers Green Office, qui sont des bâtiments qui produisent plus d'énergie qu'ils n'en consomment. Alors, pouvez-vous nous dire quels sont les enjeux actuels pour Bouygues Immobilier sur le plan environnemental ? Oui, très bien. Déjà, Bouygues Immobilier, donc, à ne pas confondre avec Bouygues Construction. Donc, nous, on est un acteur majeur dans la promotion immobilière. Ce qu'il faut comprendre dans la promotion immobilière, c'est que nous concevons des bâtiments très en amont et nous les livrons pour des utilisateurs et des investisseurs. Ce temps varie, mais on pourrait, on va dire, le schématiser comme suivant. On a 2 ans de conception et puis après, on a 2 à 3 ans de construction. Et donc, ce qui fait que lorsqu'on conçoit un immeuble, on va dire de la première idée jusqu'à la livraison, il se passe entre 4 et 5 ans. Donc, il faut qu'on soit quand même très, très en amont et très tourné sur les attentes des futurs utilisateurs. En 2007, on s'est inscrit dans la continuité du Grenelle de l'environnement sur les bâtiments énergie positive, à savoir des bâtiments qui produisent plus d'énergie qu'ils nous consomment à l'échelle de l'année. Et donc, on a développé notre premier Green Office, donc situé à Meudon, où on voit donc l'architecture est très tournée avec une centrale photovoltaïque. Il y a 4200 m² de panneaux photovoltaïques sur un bâtiment qui représente 24 000 m² de plancher. Mais pas que. Donc, dans notre marque Green Office, il fallait que, en produisant de l'électricité ou de l'énergie, il fallait que les sources soient à énergie nouvelle. Et donc, on a sur l'électricité, on voit bien, il y a la centrale photovoltaïque, mais il y a une partie aussi immergée qui est donc une centrale biomasse à cogénération à huile de colza. Donc, en fait, tout le chaud sur ce bâtiment était produit à partir d'huile de colza. Et donc, vous le comprenez, nous, on va chercher des solutions innovantes, mais pour autant, il faut qu'on puisse les garantir, il faut qu'on puisse les mettre en exécution, il faut qu'un exploitant mainteneur, type Bouygues Energy Service, puisse exploiter pour donner le meilleur rendement à l'utilisateur. Ce premier bâtiment a donné, on va dire, une multitude d'autres bâtiments. Et dernièrement, donc, on a livré à Grenoble la vitrine énergétique de Schneider Electric sur un bâtiment de 27 000 m². Qui mutualise, on va dire, pareil, du photovoltaïque, de la géothermie pour arriver à la basse consommation et aussi un peu d'éolien. Aujourd'hui, donc également à Lyon, donc là on est sur de la mixité urbaine entre donc un écoquartier qui mêle de l'activité, donc des commerces, des logements en accession et en social, et également des bureaux, avec une mutualisation des centrales photovoltaïques en toit d'immeuble et de la biomasse tournée sur le gaz vert. Aujourd'hui et demain, donc, nos bâtiments doivent être de plus en plus vertueux et donc on doit aussi répondre aux enjeux bas carbone. Et donc c'est pour ça que maintenant nous axons toutes nos conceptions liées sur le bas carbone. On a créé une marque qui s'appelle Bureau Généreux et donc au-delà de la partie ouverture sur le quartier, ouverture sur les usages et à l'entreprise, donc pour la planète, bien sûr toujours ce premier grand facteur qui est la production d'énergie renouvelable, mais aussi et avant tout donc arriver à la basse consommation carbone. Et donc pour ça, on tourne nos choix structurels plutôt sur des matériaux biosourcés, géosourcés, et avec un grand accent sur la biodiversité. Oui, alors justement, moi j'aimerais un peu mieux comprendre le concept de bureau généreux. Il y a à la fois de l'environnemental, il y a un volet environnemental, mais aussi un aspect aussi en termes d'usage, de nouveaux modes de travail. C'est un tout en fait. C'est un tout. En fait, la crise Covid a été en fait un catalyseur, un accélérateur. Il y avait déjà des tendances de fond qui se dégageaient avant cette crise, mais donc ça n'a fait qu'accélérer les choses. On peut lire de temps en temps le bureau est mort, mais nous pas du tout, on pense bien au contraire. Aujourd'hui, le bureau de demain et d'aujourd'hui doit être un bureau qui est accueillant, qui est flexible, où justement on a besoin de se retrouver, on ne peut pas tout faire en Teams, voilà, on a besoin d'échanger, on a besoin de regarder, on a besoin de tourner autour de tableaux.
Et donc pour ça, donc, nos bâtiments sont beaucoup plus centrés, pas sur des benches, c'est-à-dire une compilation de bureaux, mais plutôt sur des multitudes de postes de travail, du debout, du flexible, beaucoup de salles de réunion, de l'amphithéâtre, un peu à la Google. Et donc pour ça, donc, on fait des grands volumes, très flexibles, et donc très tournés justement sur le confort et la flexibilité autour des utilisateurs. Mais pas que, il faut que nos bâtiments aussi doivent être, on va dire, les bureaux d'aujourd'hui ne doivent pas être uniquement ouverts du lundi au vendredi de 8h à 20h. Et donc pour ça, il faut qu'on l'ouvre plus sur le quartier, il faut qu'on crée de l'interaction sociale et autres. Et donc il faut qu'on mutualise tous nos services, parce qu'un bâtiment tertiaire, c'est beaucoup de services à l'utilisateur, mais qui pourraient être aussi largement mutualisés sur les habitants du quartier. Et donc ça, on conçoit maintenant nos socles d'immeubles 100% en ERP, donc en établissement recevant du public. Très bien, merci beaucoup. Alors notre conférence touche gentiment à sa fin. Vous avez été plus que dans les temps. Je vous affiche les contacts des conférenciers. On va laisser un petit moment aux questions, mais avant les questions, j'aimerais que chacun réponde à la question de manière synthétique, à la fois pour vous et aussi pour nos contacts sur les réseaux sociaux. Sur alors comment on prend en compte aujourd'hui les énergies renouvelables. Caroline, si tu veux ouvrir le bal. Avec plaisir. Alors moi je dirais que l'hydrogène renouvelable, c'est une véritable opportunité en fait de fédérer des acteurs locaux autour d'un projet de territoire, et tout en apportant en fait des réponses concrètes aux enjeux de la transition énergétique. Chez Bouygues Energy Services, on a vraiment cette conviction que l'hydrogène en sera un accélérateur. Et comment faire pour que les projets émergent, c'est vraiment l'innovation qui est placée au centre des développements, et également l'association avec des acteurs engagés. ATMB en est un exemple. On a besoin sur des projets hydrogène de s'associer à des acteurs qui sont très implantés localement pour fédérer tous ces potentiels consommateurs d'hydrogène. Anne-Laure. Alors moi je dirais pour Colas, c'est que voilà, les énergies renouvelables font partie intégrante de notre stratégie de bas carbone, et donc finalement il faut qu'on mette voilà, à disposition ce foncier existant sur nos territoires, hein, notamment ce que je disais sur les carrières de roches massives, mais également nos gravières en cours de réhabilitation. Et voilà, cet enjeu est aussi important pour chez nous. Il y a aussi d'autres pistes à explorer sur ces énergies renouvelables. Vous voulez dire un mot ? Moi, je change de casquette. Là, je prends ma casquette ATMB maître d'ouvrage. On gère 40 millions d'euros de travaux par an. Et ce qu'on aimerait bien, c'est que le secteur du BTP puisse, dans le cadre des appels d'offres, nous répondre avec des véhicules électriques, des véhicules hydrogène, etc. Dans nos consultations, avant, c'était 70% ou 60% prix, le reste des points sur la technique. Maintenant, on met de plus en plus souvent des points sur l'environnement. On a des schémas environnement qui sont produits par les candidats qui sont de bonne qualité. Mais si on pouvait avoir de plus en plus de véhicules d'engagement, de rouler avec des véhicules propres sur les chantiers, etc., ce serait bien. Merci. Alexandre. Donc pour Bouygues Immobilier, c'est toujours trouver le meilleur mix énergétique en fonction de la localisation du lieu. Mais aussi pour arriver donc au bas carbone, c'est ne pas, on va dire, consommer au maximum ces productions d'électricité. Et donc on a un grand axe qui doit se tourner, et on doit trouver des solutions innovantes et durables sur la partie stockage. Donc on parle beaucoup d'hydrogène en ce moment, mais voilà, stockage au sens large, stockage électrique, stockage chaud ou stockage froid. Voilà, ça c'est un grand axe que nous on doit développer. Et pour Bouygues Travaux Publics, nous restons également un acteur engagé de la transition énergétique, et engagé également dans la recherche et le déploiement de solutions décarbonées innovantes dans le secteur du BTP. On accompagne, on met en tout cas nos compétences de constructeurs et de designers au service d'acteurs industriels ou d'acteurs du monde de l'énergie, pour la construction des infrastructures qui sont dédiées aux énergies renouvelables, qu'on parle de champs éoliens en mer ou de concepts beaucoup plus innovants comme les îles énergétiques. Et tout ça contribuant bien sûr à l'atteinte d'un objectif commun de neutralité carbone en 2050. Anthony, le mot de la fin. Et
Donc pour nous qui avons fait le pari du photovoltaïque il y a plus de 14 ans, on pense avoir fait le bon pari, puisqu'aujourd'hui on voit que le photovoltaïque s'installe durablement dans le mix énergétique pour la production d'énergie décarbonée. Donc notre vrai défi maintenant, c'est d'arriver à multiplier par 4 la capacité raccordée en 7 ans. Ça, c'est le vrai défi pour Bouygues Energies & Services, mais pour toute la filière du photovoltaïque. Et on compte beaucoup donc, sur les innovations comme l'agrivoltaïque ou le flottant, mais aussi sur le développement de projets en concertation avec l'ensemble des acteurs du territoire, mais pour qualifier toujours plus de foncier et de manière sereine et durable et permettre la réalisation de cet objectif ambitieux. Merci beaucoup. Alors, on va prendre quelques questions. Ok. Bonjour à tous. Je suis Omer Ambeu, le directeur général de KMCI. Nous sommes une société de construction immobilière basée en Côte d'Ivoire. Alors, je m'adresse à M. Alexandre, c'est bien ça, de Bouygues Immobilier. Alors, j'ai bien suivi avec intérêt votre présentation. Alors, ma question, c'est comment vous conciliez la biomasse avec le photovoltaïque dans la construction que vous faites? Et deuxièmement, quel est le rapport coût à la fin du projet? C'est plus élevé à vendre ou alors c'est le prix standard sur le marché? Merci. Très bien. Nos centrales photovoltaïques alimentent directement en autoconsommation nos immeubles. Donc là, on parle de production d'électricité qui est directement autoconsommée. Encore une fois, pour ne pas perdre ce surplus d'électricité, plutôt que de soit le revendre sur le réseau, on préférait l'autoconsommer de façon plein et entier. Et donc pour ça, il faut qu'on trouve des moyens de stockage. Mais donc photovoltaïque égale électricité, biomasse égale thermique en fait. Donc par la biomasse, on va couvrir 100% des besoins de chaud. Dans un immeuble tertiaire, surtout d'envergure, il y a tout le temps un restaurant d'entreprise. Et donc il y a un process chaud ramené avec ce restaurant d'entreprise qui fonctionne toute l'année. Et donc en fait, notre biomasse va alimenter 100% des besoins en eau chaude sanitaire du restaurant d'entreprise et des sanitaires. Et puis aussi, va chauffer l'immeuble sur la période hivernale et demi-saison. Après, en termes de coûts, nos constructions, via tous ces vecteurs énergétiques, coûtent environ 5 à 10% plus cher qu'un bâtiment standard. La loi du marché fait que un loyer est dans son, un loyer dans son environnement. Donc on ne va pas pouvoir jouer sur un surloyer. Par contre, nous, on va travailler sur loyer plus charge. C'est-à-dire qu'il y a peu d'utilisateurs, en fait, raisonnaient en loyer plus charge. Nous, via nos systèmes qui sont justement très tournés sur l'autoconsommation, sur la production d'énergie renouvelable, vont faire que les charges vont être réduites. Et lorsqu'on fait loyer plus charge, on va être au prix du marché, et ce qui va permettre de vendre aussi bien, voire mieux, nos immeubles, parce qu'aussi on va aller capter des fonds verts, tournés justement sur nos immeubles très vertueux. Et donc voilà, c'est comme ça qu'est construit notre modèle. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, très bien. Bonjour. Alors j'avais une question pour monsieur aussi. C'était savoir si vous avez un retour d'expérience sur l'usage en fait de vos bâtiments. C'est-à-dire qu'effectivement, à la conception, on imagine et on s'évertue à avoir les meilleurs des process. Mais est-ce que vous avez eu un retour d'expérience sur certainement les bâtiments les plus anciens et de voir si effectivement ce que vous aviez imaginé au départ est bien tenu par les usagers ultérieurs? Donc, il faut savoir que lié à notre premier Green Office, donc Meudon, conception 2007 livrée en 2011, a été montée une société d'exploitation maintenance avec le partenariat de Bouygues Energies & Services, et donc que nous avons créé. Donc on lui a donné un nom, ça s'appelle Aveltis, et on va dire que nous, on est donc promoteur, vous l'avez compris, on conçoit, on livre nos immeubles, on ne les exploite pas. Mais donc pour garantir ce qui était donc notre ambition, donc cette société Aveltis qui emploie, façon de parler, Bouygues Energies & Services en exploitation maintenance, permet de garantir dans le temps aux futurs utilisateurs et investisseurs ce qu'on avait promis en tant que promoteur.
Et donc sur ce Green Office, donc, où il y a 4200 m² de panneaux photovoltaïques et puis 3 micro-cogénérations avec comme combustible de l'huile végétale pure de colza. Donc sur toutes les années, sur les 10 années, donc on a fêté ces 10 ans, donc ce bâtiment était à énergie positive. Je ne vous cache pas que la cogénération, les micro-cogénérations à huile végétale ont été, pour l'exploitant mainteneur, un réel challenge. Donc il a fallu vraiment aussi que l'exploitant mainteneur s'approprie justement ces innovations pour pouvoir les faire perdurer et fonctionner à plein régime. Mais voilà. Mais donc nous on suit l'ensemble de nos immeubles avec justement cette société garantie de charge, donc société Aveltis qui a été créée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il faut en profiter. C'est bon pour vous? Merci à tous de votre participation et merci aux conférenciers. Merci.